Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons du paludisme chez les femmes enceintes et des conséquences chez leurs futurs enfants. Les conséquences majeures, c'est le faible taux de naissance. On peut avoir des naissances prématurées. Les enfants qui vont naître de ces femmes affectées par le paludisme, souvent ils ont moins de chances d'atteindre une année. Nous le verrons, malgré les programmes de lutte contre le paludisme et les campagnes de sensibilisation, cette maladie reste un grave problème de santé publique. Il y a quand même encore malgré tout des femmes qui ne veulent pas dormir sous cette moustiquaire, qui parfois l'utilisent à autre chose. On a décrit des gens qui finalement l'utilisent pour pêcher, ou alors qui ont trop chaud et qui n'aiment pas dormir là-dessous. Comment faire pour réduire le paludisme chez les femmes enceintes? Comment protéger les enfants? Les réponses, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Le bilan de l'épidémie de peste qui frappe Madagascar depuis le mois d'août s'est encore aggravé pour atteindre 124 morts. En effet, selon les chiffres fournis par le ministère malgache de la Santé, le 24 octobre, la maladie a déjà infecté 1133 personnes. 780 ont été guéris et 219 étaient en cours de traitement. L'on a enregistré 124 morts. Un peu plus de la moitié des décès sont survenus dans les hôpitaux et les autres dans les communautés. Le bilan s'est certes alourdi, mais les autorités du pays se sont félicitées pour la première fois d'un ralentissement des contaminations. Il y a une diminution de personnes admises à l'hôpital et une augmentation des malades guéris, s'est réjoui à la radio le docteur Manitra Rakotoa Rivoni, un responsable du ministère de la Santé. Alors Firmin, qu'est-ce qui explique le ralentissement des contaminations? Mohamedou, le gouvernement a interdit les réunions publiques dans la capitale Antananarivo et ordonné la fermeture de nombreux établissements scolaires. Ces mesures ont manifestement eu des effets bénéfiques. Rappelons que 2/3 des malades recensés à Madagascar ont été infectés par la peste pulmonaire transmissible par la toux. Au 24 octobre, donc, une dizaine de districts sur la trentaine officiellement atteints par la peste ont déclaré la fin de l'épidémie, c'est-à-dire qu'ils n'ont enregistré aucun cas de peste sur une période de 15 jours. Mortalité infantile maintenant. En 2016, 7000 nouveau-nés mouraient chaque jour dans le monde. C'est ce que révèle un nouveau rapport des Nations Unies. Le rapport intitulé « Niveau et tendance 2017 en matière de mortalité infantile » note une augmentation de la proportion des décès d'enfants durant les 28 premiers jours de vie. Selon le rapport, la plupart des décès néonatals sont survenus dans 2 régions, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. La moitié des décès comptabilisés a été enregistrée dans 5 pays, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. Au fait, Firmin, est-ce qu'on connaît les principales causes de ces décès? Mohamedou, la pneumonie et la diarrhée figurent en tête de liste des maladies infectieuses qui ont coûté la vie à des millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. En outre, les complications liées à une naissance prématurée ou à l'accouchement étaient responsables de 30% des décès néonatals. Selon le rapport, il est possible de mettre un terme aux décès évitables d'enfants en facilitant le suivi de la grossesse et la prise en charge de l'accouchement par les professionnels de santé qualifiés. Il faut aussi améliorer l'accès à des interventions vitales telles que la vaccination, l'allaitement et la prise des médicaments peu onéreux, ainsi que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des ressources dont restent privées les communautés les plus démunies dans le monde. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Lutte contre la drépanocytose, la Fondation Pierre Fabre lance une initiative pour intensifier la lutte contre la maladie. Engagée depuis 11 ans dans la lutte contre la drépanocytose, la Fondation Pierre Fabre lance jusqu'au 30 décembre 2017 un appel à projet visant à améliorer l'information, la recherche, le diagnostic et la prise en charge médicale des personnes drépanocytaires en Afrique subsaharienne. Cet appel s'adresse aux professionnels de santé, médecins généralistes, pédiatres, hématologues ou autres spécialistes impliqués dans la prise en charge des patients drépanocytaires. Ces professionnels doivent être de préférence en exercice dans des structures de soins des pays d'Afrique subsaharienne à forte prévalence.
Mais alors Firmin, qu'est-ce qui est attendu de ces projets et comment se dérouleront les sélections? Mamadou, le projet soumis doit concerner la formation des professionnels de santé, l'éducation et la sensibilisation de la population au diagnostic et aux mesures préventives, le soutien à la mise en œuvre des dispositifs de diagnostic de la drépanocytose, la prise en charge de cette pathologie et de ses complications. Concernant les sélections, un comité d'experts examinera les projets proposés et une attention particulière sera portée à la qualité des actions proposées par le porteur de projet au regard des besoins de la population cible, des compétences des équipes médicales locales, de la situation contextuelle du pays et de l'engagement des autorités sanitaires locales. Merci Firmin. Espérons qu'il en sortira des projets qui aideront les patients de drépanocytose. Pour plus d'informations concernant cet appel à projet, connectez-vous sur www.fondationpierrefabre.org. Et terminons cette page actualité par la République démocratique du Congo. Les autorités veulent renforcer les capacités du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC. Le ministre congolais en charge de la santé vient de séjourner ici aux États-Unis pour s'inspirer de l'expérience du CDC d'Atlanta et aussi pour discuter des financements du projet avec la Banque mondiale. Nous l'avons reçu ici dans nos locaux de Washington DC pour en savoir davantage. Nous sommes venus à Washington pour le volet avec la Banque mondiale discuter le financement de ce centre de contrôle de maladies. Les composantes du centre de prévention et de contrôle de maladies existent déjà. Nous avons l'INRB, nous avons un système de surveillance. Dans le cadre du choléra, nous avons monté un centre des opérations d'urgence. Mais ce qu'il faut maintenant faire, c'est justement de mettre tous ces éléments-là ensemble et se fixer une grande ambition. Si on part de cette étape, quand peut-on attendre la concrétisation? Il y a deux volets. Il y a un premier volet qui est de dire les éléments existent déjà, on les met tous ensemble. Ça, c'est une étape qu'on va faire dès qu'on revient au pays. Ce qui est important pour la population, c'est le centre des opérations d'urgence. Ce centre est déjà opérationnel. C'est grâce à ce centre que nous faisons face à l'épidémie actuelle de choléra et que chaque semaine, nous gagnons du terrain face à l'épidémie de choléra. Maintenant, on doit monter en puissance. C'était le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la RDC, au micro de notre confrère Eddy Isango. Et pour être complet sur l'actualité santé, ajoutons que le nombre de décès annuels dus à la rougeole est passé sous la barre de 100 000 morts pour la première fois selon l'OMS. Les décès dus à la rougeole ont baissé de 84% depuis 2000 et cela a été possible grâce à la distribution de 5,5 milliards de doses de vaccins depuis le début de ce siècle. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons du paludisme chez les femmes enceintes et les conséquences chez leurs futurs enfants. L'infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique majeur, surtout en Afrique. Le paludisme comporte des risques substantiels pour la mère, le fœtus, puis le nouveau-né. Parmi les risques, il y a l'avortement spontané, le faible poids de naissance du nouveau-né et des retards de croissance de l'enfant qui peut mourir avant l'âge d'1 an. C'est ce que nous a expliqué le docteur Ouamba Toussaint, médecin travaillant à l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso. Nous l'avons rencontré lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Il faut savoir que le paludisme pendant la grossesse chez la femme enceinte est très fréquent et très grave, surtout chez nous en Afrique. Les conséquences majeures qu'on peut avoir chez l'enfant à l'accouchement, c'est le faible poids de naissance. Même avec l'accouchement, on peut avoir des naissances prématurées. Et ces enfants qui vont naître de ces femmes affectées par le paludisme, souvent ils ont moins de chances d'atteindre une année. Même s'il atteint une année, souvent le rendement scolaire, comparé aux autres enfants, est bas. Alors, vous qui avez mené une étude sur le sujet, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème véritablement de santé publique, ne serait-ce qu'au Burkina Faso, où vous avez mené cette étude? Au Burkina Faso, en 2016, on a noté environ 700 000 cas de paludisme, dont environ 35 à 36 000 cas graves. Sur les enfants, c'est la même tendance.
Il faut savoir que le paludisme est un problème de santé publique en Afrique, particulièrement sur la femme enceinte et sur les enfants de moins de 5 ans. C'est à cause de ça que vous allez voir que les problèmes souvent sont ciblés sur cette tranche de la population, les femmes enceintes et sur les enfants. Parce que chez l'enfant, comme l'immunité n'est pas encore bien développée, les infections sont sévères et c'est un groupe qu'on doit protéger. Alors, est-ce qu'il y a des raisons médicales et peut-être sociales qui expliquent que autant de femmes soient affectées par le paludisme et par conséquent soient susceptibles d'affecter d'une manière ou d'une autre les enfants, leurs enfants ou alors leurs futurs enfants? Bon, sur le plan sociétal, les femmes vivent dans la même société que nous. Donc ce sont les mêmes risques que la population est exposée, que les femmes sont exposées. Mais la particularité sur la femme enceinte, la grossesse entraîne un affaiblissement de l'immunité de la femme. Donc ça crée une immunodépression qui fait que quand le paludisme va l'infecter, les moyens de défense ne sont pas aptes à combattre le paludisme. Ce qui est encore bizarre, c'est que pendant la grossesse, en Afrique, le plus souvent, le paludisme là, il est asymptomatique. Ça veut dire la femme souffre, l'enfant qui est à l'intérieur souffre, mais comme c'est asymptomatique, la maman ne ressent pas les signes. C'est à cause de ça que le plus souvent, on assiste à des avortements, à des morts-nés, sans que la femme... Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux femmes qui nous écoutent actuellement, aux femmes enceintes ou même aux futures mamans? Comment faire pour se protéger déjà et pour protéger son futur bébé? Bon, c'est d'abord respecter les consignes que les programmes de lutte contre le paludisme implémentent dans chaque pays, c'est-à-dire la protection contre même le moustique qui donne le paludisme et suivre les consultations qu'on appelle prénatales tous les mois pour pouvoir bénéficier de la thérapie préventive intermittente à base de la sulfathoxine-pyrimétamine qui permet de protéger la femme au cours de sa grossesse. De plus, si la femme a un signe particulier qu'elle trouve anormal, elle doit aller obligatoirement chez un professionnel de santé pour faire un examen clinique complet et voir ce qu'on peut prescrire et éviter l'automédication qui peut entraîner des effets indésirables graves au cours de la grossesse, souvent même affecter l'enfant à l'intérieur. Et puis peut-être au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a des politiques de santé publique de manière générale que les pouvoirs publics peuvent mener pour aider les femmes enceintes dans les pays? Comme vous savez, le paludisme c'est un problème souvent lié à la pauvreté. Si le gouvernement peut faire premièrement des travaux pour pouvoir maîtriser même la production des vecteurs, ça va protéger la femme enceinte et par voie de conséquence la population générale. Actuellement au Burkina Faso, le gouvernement et sur la femme enceinte, les soins sont gratuits. Maintenant, c'est à la femme enceinte d'y adhérer à ces politiques et souvent aussi dans nos contextes, souvent il y a des ruptures en médicaments. Mais ces 2 dernières années au Burkina Faso, c'est un problème qui n'est plus récurrent, qui n'est pas fréquent. Donc je me dis, les femmes en respectant les consignes et les politiques que le gouvernement a mis en place peuvent parvenir à contrôler les effets néfastes liés au paludisme. Oui. Et parfois aussi pendant les saisons de pluie, on sait que ce sont des périodes à haut risque de contamination. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre par les individus eux-mêmes et par les autorités? Les autorités, c'est continuer la sensibilisation pour pouvoir créer des réflexes en matière de bonnes pratiques au sein de la population. Et sur la femme enceinte, comme je vous le disais, c'est de respecter les consignes que le gouvernement a mis en place. Parce que ce que le gouvernement a mis en place, normalement, si on les suit, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir à 100% l'issue de la grossesse parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, pas seulement le paludisme. Donc en suivant les consignes, je crois que normalement on doit pouvoir réduire considérablement le poids du paludisme dans notre société. Vous évoquez aussi la chimiothérapie. La chimiothérapie saisonnière. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Ce sont des périodes de pic de paludisme que chaque pays a ciblées afin de donner des traitements aux groupes vulnérables afin de prévenir le poids du paludisme dans la société. Chez nous, au Burkina Faso, ce sont les enfants de moins de 5 ans que le gouvernement a ciblés et ça consiste à donner
Pendant la saison des pluies où le pic de paludisme est très élevé, une combinaison, tu répétais, l'amodiaquine plus la sulfate d'oxyne-pyrimétamine qui a une durée de vie d'environ 30 à 45 jours. Donc si l'enfant prend ça, au moins il est protégé pendant 45 jours. Et comme la saison de pluie chez nous, souvent ça vaut 3 à 4 mois, donc on répète ça tous les mois pendant 3 à 4 mois afin de couvrir cette période de transmission. Nous remercions le Dr Rouamba Toussaint pour toutes ces explications. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Le paludisme est une maladie qui fait l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements et de l'OMS. De nombreux programmes de lutte existent et ont même fait reculer la maladie dans certains pays africains. Cependant, le paludisme chez les femmes enceintes reste un problème de santé publique. Dans le sud Kivu, en RDC par exemple, les femmes enceintes développent encore des pratiques à risque, comme le fait de ne pas dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides, alors même que ces moustiquaires sont mises gratuitement à leur disposition. Le professeur Philippe Donen est chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Il a mené une étude sur la question en RDC. Il nous a livré quelques explications lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique. Bon, mais disons que le paludisme en fait, chez la femme enceinte, donc la principale complication pour l'enfant à naître, ça va être que en fait, cet enfant va avoir un retard de croissance qui va déjà commencer dans le ventre de la mère, c'est ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin. Et donc, à la naissance, cet enfant aura un trop petit poids. C'est une des raisons majeures de petit poids de naissance chez les enfants dans les pays où la malaria est endémique. Et alors, le problème, c'est que ces enfants qui ont un petit poids de naissance sont beaucoup plus à risque de mourir, d'attraper des maladies et même d'avoir un développement même mental diminué. Alors, vous avez travaillé sur le sujet au Sud Kivu, à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce que c'est un problème de santé publique et pourquoi? Alors, là, il y a eu une grande évolution parce que, en fait, j'ai commencé à travailler au Sud Kivu il y a une trentaine d'années. Et donc, on peut dire quand même qu'il y a une très grosse évolution dans le sens favorable depuis toutes ces années-là. Donc, quand je travaillais là, le paludisme était de loin la première cause d'hospitalisation des enfants. Il y avait énormément d'enfants qui mouraient de paludisme. Alors, c'est pas les tout petits nouveau-nés, parce que les tout petits nouveau-nés sont en général quand même protégés par les anticorps de leur mère. Mais par contre, dès l'âge de 6 mois, 1 an, là vraiment, c'était un très très gros problème de santé publique. Alors, heureusement, depuis quelques années, il y a des programmes qui se sont mis en place et qui ont montré vraiment leur efficacité. Donc on peut peut-être en parler. Donc les programmes, si vous voulez, c'est essentiellement des programmes de prévention, notamment le développement des moustiquaires imprégnés, qui vraiment dans cette région du Sud Kivu a très bien marché. Donc il y a beaucoup de gens qui en ont et qui dorment dessous. Les enquêtes l'ont bien montré. On a aussi beaucoup amélioré le traitement, c'est-à-dire le traitement maintenant est un traitement avec 2 molécules dont l'artémisinine, et c'est un traitement qui est très disponible sur place et qui est très efficace pour le moment. On espère qu'il n'y aura pas de résistance. Et le troisième volet, si vous voulez, c'est qu'aussi le diagnostic est devenu beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'avant, donc, on diagnostiquait essentiellement avec une goutte épaisse, ce qu'on appelait la goutte épaisse, donc on prélevait du sang, on devait lire les lames sous microscope, mais ça prenait quand même du temps. Et maintenant, on a développé ce qu'on appelle un test rapide, un test en fait où on lit le résultat en 10 minutes. Et donc ces tests-là peuvent être utilisés très facilement en périphérie et ont permis de diagnostiquer aussi beaucoup mieux les cas pour les prendre en charge très rapidement. Alors ça veut dire qu'il existe quand même encore des cas de paludisme chez les femmes enceintes et avec des conséquences chez leurs enfants. Alors quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cela? Bon, oui, il reste encore des cas, mais comme je l'ai montré dans mon étude, moi j'avais une prévalence, c'est-à-dire dans mon étude je n'avais que 7,5% des femmes sur plus de 500 qui avaient le paludisme au moment où on les a suivis, donc c'est quand même beaucoup moins que par le passé. Donc oui, il y a encore des cas, donc je dirais que la seule chose à faire c'est de continuer en fait cette politique, mais en essayant d'encore l'intensifier, c'est-à-dire il y a quand même encore malgré tout des femmes qui ne veulent pas dormir sous cette moustiquaire, qui parfois l'utilisent à autre chose, on a décrit des gens qui finalement l'utilisent pour pêcher parce que finalement, voilà, ou alors qui ont trop chaud et qui n'aiment pas dormir là-dessous, donc il faut encore essayer malgré tout de les persuader. L'accès au traitement, bon, voilà, encore peut-être faire en sorte que les femmes qui habitent peut-être très loin des structures de santé aient quand même un accès à ce traitement. Voilà, donc, mais quand même, on est quand même en bonne résolution. Et alors, n'oublions pas aussi que les moustiques aussi se développent dans un environnement un peu insalubre. Donc, tout ce qui peut faire que
que les moustiques ne puissent plus se développer est intéressant aussi, comme par exemple ne pas laisser de l'eau stagner, etc., etc. Alors, la femme enceinte qui nous écoute en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se protéger et protéger son futur enfant? Donc je dirais que la première chose, c'est qu'elle fréquente les structures de santé. Ça, c'est vraiment la meilleure chose, puisque c'est dans les structures de santé, notamment au travers des consultations prénatales, qu'elle va recevoir des moustiquaires imprégnés, qu'elle va recevoir de la prévention aussi. On n'a pas encore parlé de ça, mais il y a des médicaments qu'on donne à la femme pendant la grossesse, de manière systématique pour prévenir, si vous voulez, que si jamais elle est piquée par un moustique, ce soit moins sévère. Donc tout ça aussi, elle va recevoir à la consultation prénatale. Donc je dirais que vraiment, il faut qu'elle participe à ces consultations prénatales régulièrement, au moins 4 fois pendant sa grossesse, et alors elle va recevoir un peu tout le package prévu pour elle, quoi. Et on imagine qu'au niveau du gouvernement, on peut peut-être améliorer certaines choses en termes de politique de santé publique pour aider les femmes enceintes et leurs enfants. Oui, donc je dirais que si on regarde seulement le programme malaria, évidemment, il faut faire en sorte que les politiques fassent en sorte que le programme se développe bien, c'est-à-dire il faut du personnel, il faut des structures de santé qui fonctionnent, mais je dirais que si on voit un peu plus large, il faut aussi que les politiques consacrent de l'argent à développer leur pays, parce que s'il n'y a pas de route, si le milieu est insalubre, malgré tout, les moustiques vont continuer à pulluler. Donc je dirais que le minimum, c'est bien appliquer la politique contre le paludisme, et le maximum, c'est quand même de lutter contre finalement la pauvreté, le sous-développement, puisque c'est ça le grand problème. Nous remercions le professeur Philippe Dounen pour son témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Guenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis Mervedi Kalmer, étudiant à l'université officielle de Semuliki, située à Beni, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la plupart des cas, les enfants orphelins vivant avec le VIH sont des personnes désarmées moralement. Alors j'aimerais savoir quel comportement l'entourage d'un tel enfant peut-il adopter pour lui donner espoir et pour qu'il ne soit plus stigmatisé. Ce que je peux répondre à Kalmer, c'est que les enfants orphelins vivant avec le VIH du sida souffrent déjà d'un manque d'amour du fait qu'ils sont orphelins, ils ont perdu un parent et parfois leurs 2 parents. Ces enfants-là aussi souffrent d'une maladie qui est le VIH-Sida, pour laquelle, comme il a si bien dit, ces enfants sont souvent stigmatisés. Ce qui les rend d'ailleurs très vulnérables, et cette vulnérabilité vient du fait qu'ils sont effectivement très souvent désarmés moralement, comme Kalmer le constate. Le comportement que l'entourage familial, ou que ce soit l'entourage de la famille d'accueil, parce que parfois ces enfants sont placés dans des familles d'accueil du fait qu'ils sont orphelins et non plus de parents. Donc le comportement que l'entourage doit avoir doit être, dans un premier temps, un comportement affectueux. C'est-à-dire que l'entourage de ces enfants doit leur témoigner de l'amour. Ces enfants étant orphelins ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de cet amour-là qu'ils ont perdu de leurs parents biologiques. Ils ont besoin de retrouver cet amour-là à travers notre comportement, à travers notre façon d'agir vis-à-vis d'eux. Ces enfants ont aussi besoin que nous puissions écouter leurs souffrances, parce qu'ils souffrent. Ils souffrent du fait qu'ils sont orphelins, ils souffrent du fait qu'ils se trouvent un tout petit peu malades. Ils ont besoin d'écouter leurs souffrances. De ce fait, ils ont besoin de notre protection. Nous devons les protéger contre la stigmatisation pour laquelle ils sont souvent victimes. Nous devons les protéger contre un certain rejet de la société. Nous devons leur protéger contre certaines discriminations dont ils sont victimes dans la société. Enfin, ces enfants-là ont besoin de notre assistance médicale. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent avoir un bon suivi de leur traitement, les inciter, les motiver à prendre le traitement parce que parfois ils sont gagnés par l'abandon. Et nous devons aussi leur apporter un certain soutien psychologique, un soutien psychosocial. Et ceci passe par le fait qu'on doit satisfaire leurs besoins économiques et surtout leurs besoins alimentaires. Ces enfants qui ont besoin d'une bonne nutrition, et une nutrition pour ces enfants est fondamentale. Voilà ce que je pouvais répondre à Kalmer par rapport à sa question. Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida,
peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer? Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soit pas victime de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC. N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Aussi, vous pouvez regarder la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au paludisme chez les femmes enceintes et des conséquences chez leurs futurs enfants. Pour en parler, nous avons recueilli les explications du Dr Wamba Toussaint, médecin généraliste et chercheur à l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso. Il nous a parlé des conséquences du paludisme de la mère chez le fœtus et le nouveau-né. Nous avons également écouté le témoignage de Philippe Donen, enseignant à l'Université libre de Bruxelles et auteur d'une étude sur cette thématique dans le Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué pourquoi le paludisme reste un problème de santé publique dans la région et nous a proposé quelques solutions pour combattre la maladie. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaoueda qui était là pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC. Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni. Ils nous ont aidés à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierro, Michel Joseph et de Hayden Outko à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamed Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.